Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous sommes vendredi, nous avons passé une très belle semaine. Yes. Ouais. Oui. Je remplace Frank. J'ai vu ça. Le son Nous va tous, venir. c'est notre son, oui. modèle Étape d'introduction. par étape. Frank, tu es notre modèle de zèle sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlons de ne pas banaliser le mensonge. Ne banalise pas le mensonge. C'est l'émission dont on va discuter avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons un C'est mon histoire, donc une rubrique témoignage avec James, un frère qui va nous raconter comment il a vécu avec un lourd secret. Il a grandi avec un lourd secret qui a ouvert la porte au mensonge. Il a dû se positionner pour se défaire du mensonge parce que oui, on peut le banaliser et le prendre un petit peu comme ça pour acquis et puis ça fait partie de notre façon de vivre, mais ce n'est pas le cas en tant qu'enfant de Dieu. Et je ne vous ai même pas salué. Bonjour Omer. Bonjour ma femme. Bonjour. Oui, t'as fait que Annabelle. T'as fait que de parler de Frank. Mais c'est pas tellement grave. habituée d'être avec vous, mais non, je ne prends pas pour acquis. Il a fait bonne impression. Oui, ouais, je te raconterai. Ok. Il t'a dit des choses gentilles. Ouais, non, mais très gentil. Ben, Omer aussi a été en mode ma femme et tout, donc c'était cool. Allez, on commence avec Annabelle dans la pensée du jour. En tant que bon chrétien, on peut se dire, bah non, le mensonge, moi je mens pas, je raconte pas des choses n'importe quoi, je mène pas une double vie. Mais quelquefois, quand on regarde de plus près à notre vie, bah il y a des petits mensonges qui peuvent passer quelquefois et on se rend même pas compte que ce sont des mensonges. Alors le but de cette pensée, c'est qu'on puisse demander au Saint-Esprit, mais est-ce que j'ai laissé le mensonge venir s'immiscer dans ma vie? Est-ce que quelquefois j'utilise le mensonge pour me sortir d'une situation? Parce que finalement, ça va être quelque chose qui va raccourcir la discussion, on se dit, ouais, mais dans le fond, j'ai pas vraiment tort, c'est pas trop ça. Mais bon, ça passe et ça va m'éviter des problèmes parce qu'on ne ment pas toujours parce qu'on a tué quelqu'un et qu'on veut échapper à la police. Quelquefois, c'est juste pour gagner du temps, pour à l'école. Oui, bon, on est en retard, la voiture démarrait pas parce qu'on veut pas que les enfants aient un mot ou quelque chose comme ça et on se trouve tout un tas d'excuses. Et c'est finalement assez facile de tomber dans une vie où le mensonge a sa place de temps en temps pour pouvoir nous sortir de certaines situations et on dit mais Dieu connaît mon cœur et Dieu sait que je ne fais pas des grands mensonges. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Proverbes qui est extrêmement radical. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel. C'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. Le mensonge, c'est quelque chose que Dieu déteste. Et on comprend parce que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et Dieu est vérité. Et alors qu'on marche dans la lumière, eh bien, il n'a pas de place pour le mensonge. Et quand on y réfléchit, lorsqu'on choisit le mensonge, c'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on veut éviter une conséquence, c'est parce qu'on veut se simplifier la vie et la vérité est toujours une option. Vraiment, la vérité est toujours une option, mais c'est pas forcément l'option la plus facile. Alors vous me direz, oui, il y avait les sages-femmes au temps de Moïse qui mentaient, etc. C'était des conditions vraiment exceptionnelles où il était question de vie ou de mort. Il n'était pas question de raconter aux policiers, mais non, j'étais pas vraiment à cette vitesse-là. C'était pas question de dire à une amie, oh, je me suis endormie, alors qu'on avait juste pas envie d'aller à un repas. Ça, ce sont des mensonges de confort. Ces femmes-là mentaient pour leur vie, mais bien plus que ça, pour la destinée d'un peuple. Et donc, on est vraiment dans deux mondes complètement différents, comme à l'époque où des personnes pouvaient cacher des personnes juives et pouvaient mentir du coup aux Allemands pour dire non, nous n'avons pas de juifs, c'était question de vie humaine, c'était pas des mensonges de confort. Donc ne banalisons pas le mensonge et n'utilisons pas le mensonge comme une solution et comme quelque chose qui va venir nous faire gagner du temps, nous faire nous éviter quelques petits problèmes. Apprenons à être des gens responsables, assumons nos actes, nos paroles. Et si ça nous demande de devoir dire une vérité qui n'est pas toujours facile à dire, eh bien, soyons des personnes intègres jusqu'au bout.
Amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Annabelle. Et tu disais dans ta pensée qu'on peut mentir pour différentes raisons. Le confort, vouloir se faciliter la vie. Et la parole en parle dans Proverbe 21 au verset 6. Ça va être notre verset du jour. Si vous avez choisi peut-être le mensonge en vous disant que oui, voilà, je vais sauver du temps en mentant, ce n'est pas le cas. La Bible dit des trésors amassés par une langue mensongère, c'est un souffle qui s'évanouit, une recherche de la mort. Et ce verset est très fort, très radical aussi, un petit peu comme le verset que tu as mentionné. Mais c'est ça en fait. Des fois, on veut mentir en se disant, on va sauver du temps, on va peut-être même obtenir quelque chose, peut-être par rapport à nos impôts, en mentant dans notre rapport d'impôt, peut-être par rapport à une entrevue. En mentant, tu mens dans ton entrevue que tu sais faire quelque chose et tu arrives au travail et c'est ça la première chose qu'on te demande de faire. C'est un peu compliqué. Là, tu pensais que tu avais sauvé du temps, mais finalement, ça te rattrape ailleurs. Et c'est vraiment important. L'idée ici n'est pas de vous taxer, de dire, voilà, de vous accuser, est-ce que vous êtes menteur, mais que chacun d'entre nous puisse comprendre. C'est vrai qu'on est dans un monde, voilà, et que c'est peut-être plus facile à l'œil nu comme ça de dire, ah ben tiens, je vais juste dire ça pour pouvoir m'en sortir. Mais quand on se positionne en tant qu'enfant de Dieu dans la vérité et de porter la vérité et de dire la vérité, ben Dieu va nous inspirer. Peut-être, oui, vous allez peut-être avoir la contravention. Peut-être que oui, votre enfant est en retard. Ce serait plus facile de dire qu'il avait mal au ventre, mais oui, dites la vérité, que vous n'avez pas su calculer votre temps, vous arrivez plus tard, et oui, vous aurez peut-être une réprimande à l'école, mais vaut mieux se positionner dans la vérité, parce que quand on se positionne dans la vérité, on se positionne en fait du camp de Dieu. En fait, derrière le mensonge qui est à chaque humain, en fait, finalement, il y a trois choses. La honte, la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur de perdre du privilège. Et souvent, le mensonge qu'on révèle est un trauma, en fait, de la première vérité qu'on a dit. Et puis là, on s'est sûrement fait brasser par quelqu'un. Puis on a appris que pour pas me faire punir, eh bien, je dois mentir. Mais en fait, ce qu'on doit apprendre, c'est apprendre à ne pas mentir. Et c'est un art, en fait. Exemple, oui, vous arrivez en retard à l'école avec l'enfant. Fait qu'au lieu de dire à l'école, la voiture ne démarrait pas, simplement, vous pouvez dire, nous avons une situation familiale qui ne nous a pas permis d'arriver à l'heure. J'ai pas menti, Ah, c'est ça, là, ok. Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, c'est ça. Il faut apprendre l'art. Familial, c'est qu'on se réveille en retard. Oui, c'est une situation familiale, parce que je ne me mets pas dans une position où j'ouvre une porte, en fait. Je suis dans une situation où quelqu'un me pose une question assez privée. Je peux dire, je ne suis pas confortable d'avoir cette conversation. Je viens de fermer une porte. Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité que je ne suis pas confortable, parce que, au fond, l'émotion que j'ai, c'est que je ne suis pas confortable. Mais pourquoi je ne dis pas simplement que je ne suis pas confortable? Voilà, ça ferme la porte. Je n'ai pas menti. Ouais. Donc, en fait, on doit apprendre à parler de manière à ne pas mentir. Ouais. Et je te pose une colle. T'as vu comment je suis gentille? Je te l'ai demandé, je l'ai dit à l'avance. Je t'ai averti à l'avance. Moi, elle ne me prévient pas. Moi, elle me jette à l'eau. Je t'avertis. Là, ok, tellement, vous voyez, je veux tellement que nous puissions saisir le message de cette émission que je suis prête moi-même à me jeter à l'eau. Annabelle, est-ce que tu aimes... Comment tu trouves ma chemise? Est-ce que tu aimes ma chemise? Tu m'as pris au piège, tel un prisonnier. Je l'ai porté exprès pour illustrer dans cette émission l'importance de ne pas banaliser le mensonge, de choisir la vérité avec amour. Voilà. Mais tu vois, cette question, je la trouve particulière. Bah non. Moi, en tant qu'amie, je vais dire, c'est pas ma préférée. Voilà. C'est pas ma préférée. Et tu dis c'est pas ta préférée et du coup je comprends que tu n'aimes pas cette chemise. C'est ta préférence à toi. Mais c'est ma préférée. Bah c'est pas ma préférée non plus. Mais je l'aime bien cette chemise. Non, ta préférée, c'est ta chemise rouge. Tu es la seule sur le plateau. Ma chemise rouge à carreaux que Aurélie déteste. J'ai deux chemises qu'une Aurélie n'aime pas et une Annabelle n'aime pas. Et des fois dans Parole de Femmes comme ça pour leur faire plaisir, je les porte. À égalité. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, la chose, c'est que quelquefois, on se retrouve dans des situations
où tu vas me dire, mais pas nous, mais on peut dire, ah, t'aimes bien ma chemise, et ça crée un malaise parce qu'on ne sait pas dire la vérité, mais parce qu'on n'a jamais appris, parce que, comme tu disais, il y a la peur du rejet, mais ça fait partie aussi, là, si on parle des relations, de la vérité dans les relations, bah, ça fait partie d'une bonne relation que de savoir se dire les choses, et puis bah, peut-être que la manière dont je vais te répondre, non, elle est hyper moche, bah, tu vas me dire, ouais. Peut-être que tu vas me dire, bah, t'étais pas obligé de me le dire aussi méchamment. Ouais. Et c'est là où moi, je dois comprendre, ok, c'est pas la vérité qui est un problème, c'est la façon dont je dis la vérité qui est problématique, parce que je dis tout comme ça. Et dire la vérité, c'est pas dire les choses méchamment, c'est pas dire les choses brutalement, et c'est pas tout dire. Alors, quand je dis c'est pas tout dire, ça veut pas dire qu'on cache la moitié, mais on choisit ce qu'on dit. Et c'est être sage que de ne pas tout dire, parce que on va se retrouver, comme tu disais, Omer, dans des situations qui, au final, vont nous rendre inconfortables, parce qu'on a cru qu'on devait absolument dire tout, et on a dépassé l'information qui était nécessaire pour l'autre personne. Et quand on parle de ne pas banaliser le mensonge, et ça plus sérieusement, j'aimerais le dire, c'est vraiment un positionnement qu'on doit prendre déjà comme point de départ. C'est vraiment de dire, il n'y a pas de petits mensonges, c'est vraiment une habitude qu'on doit faire de valoriser la vérité. Et ça va nous dire que même quand il y aura une situation inconfortable, on va se sentir inconfortable. Il y a des personnes qui mentent et ça leur fait absolument rien. Ils te regardent droit dans les yeux et ils te disent un mensonge. Et des fois, c'est une information que tu connais, mais tu ne veux pas leur dire que tu le sais. Et donc, du coup, tu sais qu'ils mentent et ils te regardent dans les yeux et ne disent rien. Et c'est des fois aussi, en tant qu'enfant de Dieu, faisons attention, parce que le mensonge, c'est l'arme préférée de l'ennemi. Ça fait partie de ses armes, ça fait partie de ses textes. C'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge, ça fait partie de sa façon d'agir. Et lorsqu'on ouvre la porte au mensonge comme ça, on est déjà en train quelque part de danser déjà avec l'ennemi, et il amène notre cœur à s'endurcir. Et donc, ça veut dire, je m'endurcis sur un petit mensonge, et demain matin, je vais m'endurcir sur une autre chose qui sera plus grave. Mais du coup, moi, j'ai plus de la crainte, en fait, de Dieu, qui fait que, oui, il y a des choses que je peux pas juste mentir. Et des fois, le mensonge ouvre la porte, et c'est comme quelque chose, c'est un engrenage, en fait. Un mensonge en attire un autre, en attire un autre, en attire un autre. Et des fois, tu vas voir des gens qui s'inventent carrément toute une réalité. Et des fois, comme tu disais tout à l'heure, tu n'es pas confortable de dire ce que tu as fait ton week-end. Tu le dis tout simplement pas. Sinon, au lieu de t'inventer. Et là, à la fin de la conversation, ton week-end à toi, tu étais à Paris, alors que tu étais derrière chez toi, dans ton jardin, en train de cueillir tes concombres. Tu vois un peu. Non, mais donc... c'est pour ça que je dis qu'il y a des phrases clés. Il y a ces phrases que moi, c'est un homme de Dieu qui me l'a appris. Il y a des phrases clés qu'il faut utiliser. C'est ma vie privée, je ne suis pas confortable, je te répondrai quand je pourrai. Ça me donne le temps de savoir quoi te dire et quoi ne pas te dire. Voilà, je n'étais pas disponible. Écoute, tu n'étais pas disponible, je dormais, mais je n'ai pas envie de te dire je dormais. Je dis je ne suis pas disponible. Quand je dors, je ne suis pas disponible. En fait, c'est ce qu'on voit là-dessus. Non, mais c'est important, parce que ça nous permet de vraiment vivre une vie où, dès que je suis coincé, je ne sais pas. Parce que souvent, je mens, parce que je ne sais pas quoi répondre. Et c'est le premier réflexe, en fait. Et c'est le premier réflexe, c'est de me dire, écoute, il faut que je lui dise quelque chose. Mais si je lui dis, écoute, je ne suis pas confortable d'en parler. Je n'ai pas menti, je ne suis pas confortable, j'ai dit la vérité. Alors, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on doit... J'ai choisi les bons chroniqueurs pour cette émission, je le ressens. Genre, tu es à l'église... Quelqu'un vient te dire, pasteur, est-ce que je suis un bon membre d'église? Ok, bon. Je t'arrête. Merci. Merci, mon mari. Je vais rebondir, Nadia. Est-ce que tu me trouves belle? Merci, mon mari. Comme sur le fait que c'est aussi c'est des choses qu'on apprend aux enfants, de ne pas mentir. Et on voit pourquoi les enfants mentent. C'est souvent pour s'éviter un problème. Mais quand ils nous voient nous-mêmes raconter un petit mensonge, t'arrives à l'église, on est arrivé en retard à l'église parce qu'on a manqué notre train. Non, tu t'es réveillé en retard. Et bien en fait, on est aussi en train de leur montrer l'art de mentir, de pouvoir se sortir d'une situation. Donc autant on valorise la vérité chez l'enfant, parce qu'on veut qu'il apprenne à dire la vérité pour ne pas qu'il nous mente à nous en tant que parents, mais se dire c'est pas juste une question de respect vis-à-vis de l'autre, comme tu l'as dit, c'est une question de crainte de Dieu. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime vraiment pas le mensonge, et il faut qu'on apprenne avec lui, et puis il va
nous accueillir, il nous dit si on manque de sagesse, qu'on la lui demande. Seigneur, moi je manque de sagesse, je sais jamais quoi répondre, si ce n'est mentir, peut-être j'ai besoin de délivrance du mensonge, mais aussi peut-être que j'ai besoin de sagesse. Apprends-moi à répondre, apprends-moi à vivre d'une autre façon. Et pour terminer rapidement, c'est que moi quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à mentir pour des petites choses, mais des trucs. Et puis finalement, c'est devenu un peu une escalade. Et à la fin, je mentais pour des choses, mais qui n'avaient aucune incidence. J'aurais vraiment pu dire la vérité, mais c'est comme mon cerveau était conditionné. T'es allé où ? Je suis allée à droite alors que j'étais allée à gauche. Et ça changeait absolument rien, mais c'était comme j'étais devenue conditionnée comme ça. Et gloire à Dieu, j'ai été délivrée, Nadine, rassure-toi. Je le sais, tu m'as parlé de ma chose. Mais pour dire que c'est quelque chose qui peut devenir un vrai système de fonctionnement, et tu t'en rends même plus compte parce que tu te dis j'ai tué personne, donc j'ai acheté des concombres ou j'ai acheté des radis, peu importe, parce que tu n'as aucun amour pour la vérité. Oui, absolument. J'aurais aimé qu'on prie pour les gens qui souffrent de mensonges, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis qui veulent s'en sortir, en fait. Mais, comme dit Annabelle, le système, en fait, il a déjà été mis, et puis je ne sais pas quoi faire. On dirait que cette émission vient comme une lumière, en fait, qui se jette dessus. D'accord, je te laisse prier. Père, quand le lépreux est venu, il t'a dit, « Seigneur, tu peux me rendre pur. » Et tu as dit, « Je le veux, sois pur. » En ce moment, dans le nom de Jésus, je commande à l'esprit de mensonge de sortir de la bouche de ces personnes. Je commande à l'esprit de honte de sortir dans le nom puissant de Jésus. Je commande à l'esprit de peur, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, de sortir dans le nom de Jésus, qu'ils soient libérés du mensonge maintenant, dans le nom de Jésus, et qu'une nouvelle vie commence pour eux. Nous te le demandons, manifeste-toi et rends-les libres immédiatement. Nous commandons la liberté dans le nom puissant de Jésus. Recevez la joie de Dieu. Amen. 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 Et on va continuer cette émission avec un très, très beau témoignage que je vous invite à découvrir tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi James. Bonjour James, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Merci d'être ici, d'avoir accepté l'invitation. Pour venir nous raconter ton histoire qui est, je vais le dire quand même, est peu commune. Elle est peu commune, mais c'est une très belle histoire qui a surtout une très belle fin. Et pour raconter ton histoire, on est obligé de raconter l'histoire de ta maman, puisqu'on va comprendre que c'est étroitement lié. Donc, tu as grandi, toi, à l'île de la Réunion, et ta maman est née également à l'île de la Réunion. Exact. En fait, elle a perdu sa mère assez jeune. Elle devait avoir 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, comme elle avait beaucoup de frères et sœurs, son père ne pouvait pas du tout prendre soin d'eux. Il était agriculteur. Donc, elle a été placée dans des foyers, dans des maisons et tout ça. Et ça a été une enfance difficile parce que j'imagine pas de perdre sa mère et d'être carrément séparée de sa famille. Au début, elle était avec quelques frères et sœurs. Mais au fur et à mesure, quand il y en avait beaucoup, ils ont dû être séparés. Et en fait, elle allait dans des foyers aussi, dans des maisons. Et un jour, elle a atterri, si je peux dire ça comme ça, dans une famille dont elle connaissait la femme, en fait, avant. Et cette femme-là, en fait, s'est mariée à quelqu'un. Et elle était venue aussi donc dans la maison, et elle était elle vivait comme une fille un petit peu dans la maison ou oui, je pense, ouais, c'est ça, parce que en fait elle avait quand même 18 ans de moins que la femme qui se mariait, donc elle était encore jeune, ma mère, et du coup elle est arrivée dans cette maison-là assez jeune, mais entre-temps elle n'est pas restée vraiment tout le temps dedans. Elle était aussi quand elle était au collège, elle était aussi dans les internats. Mais c'est vrai qu'après, à partir de l'âge de 13 ans, c'était quand même assez souvent où elle était dans cette famille-là, en fait. C'est ça, c'est devenu sa maison, finalement, avec cette femme, et puis donc le mari de cette femme qui s'est joint à eux. Et donc ta maman va grandir, et puis là, c'est ce qui va être surprenant, c'est qu'en fait, il va y avoir une relation qui va se développer entre cet homme et ta maman. Exactement. En fait, elle était très jeune, elle avait 15 ans. En fait, et il a commencé à avoir une relation, donc bien sûr une relation cachée, et qui fait que, après, quand elle a eu 18 ans, elle a été mise dans un appartement par cet homme pour pouvoir justement avoir cette relation un peu plus simple, je pense,
sans avoir besoin de se cacher tout le temps. Mhm. Et moi, je suis né de cette relation-là quand elle avait 24-25 ans à peu près. C'est ça, donc cet homme est devenu ton père, Oui. est ton père en Mhm. fait. Et ce qui est surprenant, c'est que cette relation devait rester secrète, Oui. puisque lui, il était encore marié Mhm. avec cette femme que toi, tu as commencé à appeler Tati Oui. en grandissant. Mhm. Et donc cet homme, lorsqu'il venait chez toi, ton père, tu l'appelais papa, Mhm. mais quand tu allais chez la Tati, tu devais l'appeler tonton, c'est ça? Exactement. En fait, j'allais toutes les semaines chez lui, tous les week-ends en fait, Mhm. pour ne pas éveiller les soupçons envers la Tati qui ne savait toujours pas, qui ne savait pas ce secret. Donc effectivement, on m'avait dit, pour ne pas la blesser, pour ne pas faire mal à son cœur, la faire souffrir, il faut que je l'appelle tonton. Et ça a été déjà depuis mon plus jeune âge. Je pense que je vais avoir 3 ans, 4 ans, dès que j'ai commencé à parler en fait. Mhm. Donc ça a été pour moi, j'ai accepté ça pour le fait de protéger ma Tati, Voilà. pour faire en sorte qu'elle n'ait pas mal, que ça détruise pas la famille, etc. Parce qu'elle avait aussi 3 enfants avec mon père. Et sur 3 enfants, il y en a 2 qui connaissaient le secret. Donc c'était Elle quand même... ignorait tout. Hein. Elle ignorait tout, et un de ses fils aussi, pendant des années, parce que c'est seulement à l'âge de 11 ans à peu près, 11-12 ans, que le secret a été révélé C'est fou. comme ça, quoi. Donc, C'est fou, donc tu étais dans un espèce de mensonge, un secret de famille comme ça, Mhm. qui était conservé secrètement, et toi tu devais jouer le jeu, Mhm. alors que tu étais finalement innocent dans tout ça, puis un peu une victime. Mhm. Et quand elle va apprendre la vérité, comment tu vas le vivre, toi? En fait, juste avant qu'elle apprenne ça, ma mère et mon père se sont séparés, on va dire de manière pas officielle, mais Oui. voilà. C'est-à-dire que mon père ne venait plus à la maison. Et elle a appris ma Tati 1 an et demi après, quelque chose comme ça, 1 an et demi après. Et moi, en fait, ce que j'avais redouté dans ma vie est arrivé, c'est-à-dire que ça lui a brisé le cœur. Mhm. Et un jour, en fait, je me rappelle, je sais plus comment, mais je suis arrivé chez elle, et elle m'a demandé si c'était vrai, etc., etc. Et moi, je me souviens juste d'une chose, c'est que j'étais en pleurs, et que je disais oui, oui, et j'étais un petit peu dans les vapes, en fait. Et en fait, il y avait une voisine qui était aussi une amie à ma Tati, qui, elle, savait. Mhm. Alors, certainement qu'elle avait dû trouver ça, je ne sais pas comment, par quel elle moyen. l'avait découvert. Quoi. Voilà. Mhm. Et je me souviens qu'elle m'avait demandé si, justement, cette femme-là savait. Et cette femme-là était derrière. Et je la mets aussi, cette femme-là. Et elle me disait non, non, non. Et moi, j'étais tellement dans les vapes que j'ai La vu... Tati te disait, est-ce que la voisine était au courant? Voilà. Et la voisine derrière disait, ne le dis pas, ne le dis pas. Et donc toi, tu as dû mentir. Bah oui, voilà. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je comprenais. C'est comme si que c'était comme au ralenti dans ma tête. Ouais. Et je lisais juste l'information qu'on me disait de faire. Et c'était non. J'ai dit non, elle ne savait pas et tout ça. Et c'est quelques semaines ou mois après que j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'ai dit non à ça parce qu'elle m'avait dit. Mais en même temps, je me suis dit, autant qu'à faire, autant limiter les dégâts. Ouais, tu as voulu la protéger encore. Ouais. Finalement, c'était comme ça qu'on t'avait dit, il faut protéger la Tati. Ouais. Donc tu protèges. Voilà. Et toi, ce que ça va créer, toute cette histoire-là, c'est que tu vas développer vraiment un peu une addiction au mensonge, finalement. Tu vas t'inventer une double vie à l'école, auprès de tes amis. Comment ça va se passer? Mais en fait, pour moi, le mensonge, comme on m'a enseigné à mentir depuis mon plus jeune âge, pour moi, le mensonge, c'était naturel. Mais je l'avais pris comme une arme pour me défendre, en fait, et pour défendre les gens que j'aimais. Donc, c'était normal pour moi, si j'avais une information qui allait détruire quelqu'un, que je dise non, ou que je protège, etc. etc. Donc, j'ai plus utilisé ce mensonge-là comme ça. Mais c'est vrai que je l'utilise aussi d'une autre manière, parce que je n'étais pas non plus fier de ma situation familiale. Ce n'était pas une situation normale, si je puis dire, surtout à l'époque. Et à l'époque où les mariages étaient encore vraiment très sacrés, il y a beaucoup de gens, enfin peu de gens divorcés, etc. Oui, etc. Donc, c'était moins banal dans une école d'avoir tous tes camarades qui avaient des parents séparés, divorcés. Voilà, Donc, voilà. toi, tu voulais donner une image d'une famille normale. C'est ça. Et moi encore, c'était à la limite, c'était divorcé, on aurait compris. Mais là, c'était carrément que j'étais le bâtard, si je peux dire ça, si on veut, oui. d'un couple qui n'était pas légal, en fait. Oui. Donc c'est sûr que moi, j'inventais une histoire, mais ce n'était pas une histoire que j'inventais de manière vraiment fausse, parce que par exemple, je disais que mon père était riche, mais c'était le cas. J'habitais une grande maison,
Mais mon père, il avait une grande maison, moi, j'avais pas une grande maison. Mais voilà, c'est comme si que je disais, j'habitais vraiment là. Ou bref, ce genre de choses-là qui étaient pas tout à fait fausses, mais pas tout à fait vraies. Et je me crée aussi donc des sorties avec mon père, des trucs comme ça, envers mes amis pour T'inventer une vie finalement voilà, que voilà. t'aurais voulu avoir un peu. C'est ça, exactement. Ouais. Mon père était chef d'entreprise de menuiserie, mais je disais à mes amis qu'il avait un centre commercial, par exemple. D'accord. Donc voilà, j'imaginais un peu la vie que je voulais avoir, parce que à mes 10 ans, quand j'ai réalisé ça, quand mes parents se sont séparés 2 ou 3 semaines avant mon anniversaire, et je me suis dit, je ne veux pas avoir une famille comme ça plus tard, je ne veux pas faire souffrir mes enfants comme ça plus tard. Donc Si jeune âge te dire ça déjà. Ouais, malheureusement, ça avait dû me rendre mature par rapport à l'enfant beaucoup plus tôt. Oui. Après, c'est sûr que le fait de ne pas avoir de papa pendant l'adolescence, ça crée d'autres problèmes. Exactement. Mais c'est vrai que déjà à 10 ans, j'avais demandé à mon père à quel âge on est un homme. Il m'a dit à 20 ans, je dis ok, à 10 ans, je suis un demi-homme. Ah ouais. Donc je vais déjà penser comme ça. Et c'est vrai qu'à 10 ans, j'avais déjà mon truc de famille idéale, une femme, des enfants, où je protège ma famille, etc., avec un chien. J'ai pas encore le chien, mais ça viendra. Mais voilà, c'était vraiment à 10 ans où j'ai eu ce shift-là dans ma tête. Ouais. Et à cause, je pense, de cette déchirure, de cette blessure Exactement. dans le passé. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, tu vas faire la rencontre vraiment du Seigneur, tu vas vraiment prendre un engagement parce que ta maman était chrétienne, était croyante vraiment. Et donc, tu vas faire cette rencontre avec Jésus qui va avoir quand même un fort impact dans ta vie. Ouais. En fait, j'ai grandi en étant plus catholique. Et à un moment, j'étais fatigué d'aller à l'église le matin tout seul parce que ma mère croyait en Dieu, mais elle m'envoyait à l'église tout seul. Et à un moment, j'étais fatigué, j'ai dit, purée, au lieu de dormir sur le banc de l'église, je préfère dormir à la maison. Et je suis rentré chez moi, je dis, maman, je vais plus à l'église. Elle a dit, ok, d'accord. Je fais, ah, ok, c'est super. Et 2 ans après, une sœur de ma mère nous a invités dans une église évangélique. Et au début, quand je suis rentré, je pensais que c'était une secte et tout ça. Et quelques mois ont passé, et là, j'ai demandé à Dieu 2 choses, 2 miracles qu'il a fait. Et quand je donnais ma vie à Dieu, en fait, ça a été pour moi radical. J'ai toujours cru en Dieu, mais là, j'avais vraiment une relation avec Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un dimanche matin, je crois, un prédicateur a prêché en disant « Le mensonge a tué Jésus ». Et là, ça m'a interpellé, je dis « Pardon ». Et en fait, il disait oui, parce que les pharisiens ont menti au sujet de Jésus, ce qui a fait que ça a emmené Jésus sur la croix. Et là, j'étais choqué, en fait. Je dis « Waouh ». Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai décidé « Le mensonge, c'est fini ». Parce que je veux pas faire ça, parce que c'est aussi ça qui a crucifié Jésus, quoi. Waouh, c'est fort. Donc pour toi, ça a été comme une révélation vraiment. Ouais. Et tu as pris une décision de renoncer au mensonge qui t'avait habité finalement toute ta vie, puisque dès ton plus jeune âge, tu devais mentir, même sans en avoir pleinement conscience quand tu étais plus petit, bien sûr. Et ça a radicalement changé ta vie, ta destinée. Et puis ensuite, les années ont passé. Tu as servi Dieu dans différents domaines de ta vie. Et aujourd'hui, est-ce que tu as atteint cet objectif de quand tu avais 10 ans, là, d'être ce papa, cet époux ? Oui, même au-delà, en fait. Parce que j'ai une femme qui est merveilleuse et 3 filles qui sont magnifiques. Et c'est clair que lorsque j'imaginais, en fait, d'avoir la vie que je pourrais avoir et celle que j'ai aujourd'hui, c'est encore mieux, en fait. Wow. Donc, je remercie Dieu parce qu'il m'a vraiment donné la femme qu'il avait pour moi. Et nos enfants sont vraiment exceptionnels, plein d'énergie. Et donc, j'essaye d'être le père que je n'ai pas eu pour mes enfants, en fait. C'est ça. Ça n'a pas été trop difficile pour toi de devenir papa alors que tu n'en as pas vraiment eu ? C'est sûr que ce n'est pas évident de tous les jours. Mais le fait de ne pas avoir de père aussi peut être un avantage, parce que si on a un mauvais père, c'est pas ce que mon père était, mais si on a un mauvais père, on aurait un mauvais exemple et on l'aurait transmis. Mais moi, j'ai eu la chance d'habiter en Afrique du Sud pendant 3 ans, et le pasteur sous lequel j'étais à ce moment-là a vraiment été une figure de père pour moi, autant spirituelle que naturelle. Et donc, j'ai beaucoup pris exemple là-dessus. Ça m'a vraiment aidé après, une fois que cette période de l'Afrique du Sud est terminée, à vraiment me découvrir aussi qui j'étais en tant qu'homme, en fait. Waouh, Ouais. wow. On voit que Dieu avait tout orchestré. Exact.
pour te permettre de devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Et on voit que c'est possible vraiment de se reconstruire malgré une enfance un petit peu compliquée, difficile. Et on rend grâce à Dieu vraiment parce que c'est lui qui l'a fait dans ta vie. Merci beaucoup, James, d'être venu nous raconter ce secret de famille qui n'en est plus un aujourd'hui, mais d'avoir eu le courage de partager ton histoire. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci James. Vraiment, ce témoignage est tellement fort. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes à ne pas banaliser le mensonge. Oui, nous avons fait un temps de discussion, on a ri, on a parlé un petit peu des petits mensonges, entre guillemets, mais le mensonge reste le mensonge et c'est mal et c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Et on voit les ravages que le mensonge peut avoir, surtout dans le cœur d'un enfant. Et gloire à Dieu qui a pu aider James à se restaurer, à être restauré. Et vraiment, en tant qu'entourage aussi, soyons aussi des personnes qui se tiennent du côté de la vérité pour aider justement les gens à marcher dans la vérité et non le mensonge. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et les émissions de cette semaine. Nous vous souhaitons un excellent week-end dans la présence de Dieu. On se dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.